Nous sommes le 26 mai 2003 à Sarre-Custine, dans les Ardennes belges. Il est 7h42. Michel Fourniret referme doucement la portière blanche de sa camionnette Citroën, le regard fixé sur la petite route qui serpente entre les sapins. Le gravier crisse sous ses semelles tandis qu'il ajuste la visière de sa casquette beige. Autour de lui, la forêt respire la rosée. Une brume fine se dépose sur les vitres du véhicule. À l'intérieur, Monique Olivier attend, le dos droit, les doigts serrés autour de son sac à main. Le moteur tourne encore, à peine audible. Elle suit du regard son mari qui s'éloigne lentement, une main dans la poche, l'autre effleurant le métal froid de la carrosserie. Plus loin, une silhouette traverse la route, un sac à dos bleu sur les épaules, la tête penchée vers le sol. Michel s'arrête, observe, puis fait un pas vers elle. Sa voix s'élève, calme, presque chaleureuse. « Vous allez vers Jeudine ?» La jeune fille s'arrête, un instant de silence, le chant d'un merle derrière. Elle répond qu'elle attend un bus. Il hoche la tête, avance d'un pas, dit qu'il peut la déposer, qu'il connaît bien le coin, qu'il travaille juste à côté. Son ton est posé, ordinaire, sans brusquerie. La fille hésite, regarde la route déserte, puis la camionnette blanche derrière lui. Monique ouvre la portière côté passager, fait un léger signe de la main. La jeune fille finit par s'approcher, lentement, le sac serré contre elle. Michel ouvre la porte latérale, la laisse monter, puis referme d'un geste mesuré. La brume se referme derrière eux et la camionnette s'éloigne, avalée par les arbres. La route s'étire en courbes étroites, encadrées de pins sombres. Dans l'habitacle, seul le bruit régulier du moteur rompt le silence. Michel conduit sans un mot, les mains posées haut sur le volant, le regard fixe. Monique se tourne légèrement vers la jeune fille assise derrière, engage une conversation anodine, d'où elle vient, où elle va, si elle étudie encore. Les réponses sont brèves, timides. Michel écoute sans intervenir, son regard glissant parfois vers le rétroviseur. Le ciel se couvre lentement. À mesure qu'il quitte la route principale, les arbres se resserrent, la lumière se fait plus froide. Monique dit soudain qu'ils doivent faire un détour, qu'ils connaissent un raccourci. La jeune fille acquiesce, sans relever. Michel tourne à gauche, sur un chemin de terre. Le véhicule cahote, les vitres vibrent. Monique ajuste son sac sur ses genoux, sans la quitter des yeux. Michel s'arrête, coupe le moteur. Un léger sifflement de frein se fait entendre. Le silence revient, plus lourd. Il dit qu'il doit vérifier quelque chose à l'arrière. Il descend, contourne la camionnette, ouvre la porte latérale. Le bruit sec du loquet résonne dans la forêt. Monique tourne lentement la tête, le regard figé vers le siège arrière. Quelques heures plus tard, le vent a tourné. Une pluie fine s'abat sur les collines. Michel conduit de nouveau, la veste ouverte, le visage neutre. À côté de lui, Monique regarde droit devant. Le silence entre eux est compact, comme s'il n'y avait plus rien à dire. Le tableau de bord grésille par instants. La radio émet des fragments de voix. Michel éteint. À l'arrière, une couverture grise recouvre quelque chose. Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur, puis reprend la route vers la frontière française. Les pneus mordent la boue. Les essuie-glaces balaient lentement le pare-brise. Au loin, un clocher dépasse des arbres. La cloche sonne 10 heures. Michel ralentit à l'entrée du village, contourne la place et gare la camionnette derrière une grange abandonnée. Monique descend. Son parapluie tremble sous la pluie. Il la rejoint, ouvre les portes arrière, sort une pelle métallique. Le bruit du métal contre le sol résonne faiblement. Ils ne parlent pas. Leurs gestes sont précis, mécaniques, comme répétés. Lorsqu'ils repartent, le ciel s'est éclairci, mais la route reste vide. Michel garde le volant d'une seule main, l'autre posé sur le levier, le regard immobile. Le lendemain matin, à Charleville-Mézières, un brigadier de gendarmerie reçoit un appel. Une disparition signalée. Une adolescente de 16 ans n'est pas rentrée chez elle depuis la veille. Les parents sont inquiets. L'officier note les détails, demande la description. Cheveux bruns, sac à dos bleu, dernière vue près de Sarre-Custine. Il envoie une patrouille sur place. Vers midi, 2 gendarmes fouillent les abords du sentier, interrogent un couple d'agriculteurs, relèvent une trace de pneus fraîches, un profil étroit, typique d'un utilitaire léger. L'un des gendarmes photographie
place un repère blanc dans la boue. Les premières heures s'écoulent sans résultat. Le soir, la brigade ouvre une enquête pour enlèvement. Le procureur de Dinan est prévenu. Les gendarmes recoupent les signalements. Un homme dans la cinquantaine, cheveux gris, conduisant une fourgonnette blanche, aperçu à plusieurs reprises dans la région. Un témoin parle d'une femme à ses côtés. Le nom de Michel Fourniret ressort dans les fichiers. Ancien détenu, condamné en France pour agression sexuelle, installé en Belgique depuis quelques années. Les enquêteurs belges contactent leurs homologues français. À Sedan, un inspecteur du SRPJ de Reims se souvient d'un dossier similaire. Disparition d'une jeune femme, sans trace, dans les Ardennes françaises. Même type de véhicule, il décide de surveiller discrètement le domicile de Fourniret, une maison isolée à Sarcustine, entourée d'un grand terrain clôturé. 2 véhicules banalisés se relaient jour et nuit. Le couple sort rarement, toujours ensemble. Michel fait des trajets réguliers vers la France, souvent seul, puis rentre avant la nuit. Les enquêteurs filment, notent les horaires, les arrêts. Le 30 mai, il s'arrête sur une aire de repos près de Dinan, descend quelques minutes, observe les voitures, puis repart. Le lendemain, un chien pisteur découvre une zone fraîchement retournée dans un sous-bois. Les techniciens délimitent, creusent, prélèvent des fragments. L'atmosphère se fige. Le procureur ordonne la mise sous écoute. Le 1er juin, à Reims, une équipe de la police française reçoit un fax de la gendarmerie belge. Fourniret suspect principal dans la disparition d'une jeune fille. Il réactive les dossiers en suspens. Plusieurs femmes portées disparues entre 1987 et 2001, toutes jeunes, isolées, dans des zones boisées. Le schéma se répète. Les enquêteurs comparent les cartes, alignent les points rouges. Ardennes, Yonne, Meuse, même rayon d'action. Les techniciens, extraits d'anciennes empreintes, cherchent des correspondances ADN, rien encore. Un détail retient l'attention. L'épouse, Monique Olivier, a écrit plusieurs lettres à Michel pendant sa détention dans les années 80. Dans l'une d'elles, elle évoque leur mission commune. Le ton intrigue. Le parquet décide d'agir. Une commission rogatoire conjointe est ouverte. Le 26 juin 2003, Michel Fourniret est arrêté à Ciney, en Belgique, après une tentative d'enlèvement d'une collégienne qui parvient à s'échapper. Le signalement correspond. Les policiers encerclent la camionnette, armes au poing. Michel s'immobilise, les mains visibles sur le volant. Un officier ouvre la portière, le fait descendre. Monique Olivier est arrêtée en même temps, assise sur le siège passager, calme. On les conduit séparément au commissariat. Dans le couloir, Michel avance lentement, entouré de 2 inspecteurs. Les pas résonnent sur le carrelage. Dans la salle d'interrogatoire, il retire sa casquette, pose les mains à plat sur la table. L'officier lit les faits. Tentative d'enlèvement, récidive, suspicion d'homicide. Michel ne réagit pas. Son regard reste fixé sur le mur face à lui. Les premiers jours d'interrogatoire sont vides. Michel Fourniret répond peu, d'une voix égale. Il dit ne pas se souvenir, ou parle de chasse privée. Les enquêteurs changent de stratégie, l'isolent, montrent les photos des disparus, les cartes, les traces retrouvées. Il reste impassible. Pendant ce temps, Monique Olivier cède la première. Le 30 juin, elle demande à parler. Dans une petite salle vitrée, elle parle lentement, les yeux baissés, explique qu'elle aidait Michel, qu'il avait une liste de proies, qu'ils agissaient ensemble. Elle évoque plusieurs noms, Jeanne-Marie, Elisabeth, Isabelle. Les enquêteurs notent tout, les mains crispées sur leurs stylos. Michel est confronté aux aveux de son épouse. Il lève la tête, la regarde à travers la vitre, puis dit simplement « Elle parle trop ». Les fouilles s'étendent en France. Dans la propriété de Ville-sur-Lume, les gendarmes sondent le sol autour d'un puits. Les techniciens descendent avec des lampes frontales, prélèvent des ossements, des vêtements. À chaque découverte, les enquêteurs notent la position exacte, photographient, scellent. Les laboratoires confirment les correspondances ADN. Les noms refont surface, les dates s'alignent. Michel Fourniret reconnaît plusieurs faits d'un ton neutre, précis. Il parle de prise, de marchandises. Chaque mot tombe comme une lame. Les enquêteurs notent sans interrompre. À la fin, il referme son dossier et dit calmement « Ce n'est pas tout. L'enquête s'étend sur plus d'1 an.
Les policiers reconstituent patiemment la chronologie. Des enlèvements entre 1987 et 2003, toujours jeune fille, toujours isolée. Les déplacements de Fourniret coïncident avec chaque disparition. Les scellés s'accumulent dans la salle d'archives. Les cartes murales se couvrent de repères. Monique Olivier collabore, détaille les trajets, les ruses, les lieux de dissimulation. Parfois, elle hésite, cherche ses mots, se reprend. Les enquêteurs croisent ces indications avec les fouilles. Chaque confirmation resserre l'étau. En décembre 2004, les autorités belges transmettent le dossier complet au parquet de Charleville. L'acte d'accusation se prépare. Le 27 mars 2008, le procès s'ouvre à Charleville-Mézières. Michel Fourniret entre dans le box, costume sombre, cheveux peignés vers l'arrière. Monique Olivier est à sa droite, tête baissée. Dans la salle, famille, journalistes, experts. Le président énumère les chefs d'accusation. 7 meurtres, enlèvements, viols aggravés. Michel écoute, les mains croisées, impassible. Lorsqu'on lui demande s'il reconnaît les faits, il répond d'une voix basse. Certains. Les témoignages s'enchaînent, les reconstitutions aussi. Les visages des victimes apparaissent sur l'écran, un à un. L'atmosphère reste lourde, contenue. Le 28 mai, après plusieurs semaines de débats, la Cour rend son verdict. Michel Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Monique Olivier, complice, écope de la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans. Dans le box, elle garde la tête baissée, lui fixe le sol, sans réaction. À l'extérieur, les familles des victimes se tiennent sur les marches du tribunal, silencieuses. Les flashs éclatent. Un journaliste note que Fourniret n'a pas tourné la tête vers elle, pas une seule fois. En prison, il restera mutique, n'avouant que lorsqu'il juge bon de le faire. Les enquêteurs continueront à relier des disparitions à son nom jusqu'à sa mort en 2021. Ce moment précis sera décrit plus tard comme le début de la fin pour Michel Fourniret, celui que la presse appellera l'ogre des Ardennes.